Bonsoir à tous. Le Soudan du Sud était au cœur de la prière du monde entier le 23 février dernier, à l'invitation du pape François. Ce pays indépendant, le plus jeune État du monde, situé en Afrique de l'Est, est ravagé depuis 4 ans par une guerre civile ayant entraîné une crise humanitaire majeure. Selon l'ONU, 7 millions de personnes, dont 2 millions de déplacés internes, ont besoin d'une aide et d'une protection urgente. Beaucoup sont menacés par la malnutrition. De nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école ou recevoir des soins médicaux et sont souvent sans abri. Et puis, autre conséquence de ce conflit, près de 2,5 millions de personnes se sont réfugiées dans les pays voisins, avec toutes les conséquences humanitaires que cela implique. Alors, dans ce contexte dramatique, que fait l'Église soudanaise, notamment pour pacifier la population? Que fait l'Église aussi à un échelon mondial? L'Église fait-elle entendre sa voix auprès des dirigeants? À quelles conditions aussi la paix est-elle possible? Eh bien, pour tenter de décrypter cette situation et d'en voir peut-être des lignes de dégagement d'issue possibles, j'ai la joie d'accueillir Marc Laveigne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste du Soudan et de la Corne de l'Afrique. Je précise aussi que vous êtes président de Vigilance Soudan, une association qui a été fondée par le père Hubert Barbier, père Blanc, en 1992. On avait reçu le père Barbier sur ce plateau lors d'une précédente édition. J'ai envie de vous poser une première question qui est peut-être un peu provocatrice, vous me direz, ou pas. On a vu que cette création de cet État en 2011, eh bien, elle était porteuse de beaucoup d'espoir et les Soudanais avaient massivement voté en faveur de cette indépendance à travers un référendum d'autodétermination. Et puis aujourd'hui, eh bien, on voit que le Soudan du Sud se déchire. Alors finalement, est-ce que cet État, ce nouvel État, était une erreur ? Moi, je crois que c'était une erreur, très clairement. Je l'ai dit à l'époque. J'ai bien connu le leader de la rébellion qui avait mené le combat pour la reconnaissance des droits des Sud-Soudanais dans l'ensemble soudanais pendant plus de 20 ans, le docteur John Garang. Et il se battait non pas pour l'indépendance, mais pour l'égalité de tous les Soudanais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, dans un ensemble laïque et unitaire qui aurait été le Grand Soudan, qui était le plus grand pays d'Afrique à l'époque. Et malheureusement, John Garang, après la signature de l'accord de paix de janvier 2005, est décédé dans un accident d'hélicoptère, donc tout à fait accidentellement. Et à la suite de cela, son adjoint, qui est maintenant le président du Sud-Soudan, on va le voir, Salva Kiir, a mené ses troupes vers l'indépendance parce qu'il était beaucoup moins attaché à cette unité. Alors, je pense que John Garang était beaucoup plus conscient, je dirais. Il avait été rebelle dans la première guerre d'indépendance, puis il avait été intégré dans l'armée nationale. Je l'ai connu quand il était enseignant comme moi à l'université de Khartoum au début des années 80, avant qu'il ne prenne la tête de la rébellion. C'était un colonel de l'armée nationale, donc quelqu'un qui était à la fois, qui considérait le Soudan dans sa diversité, mais je pense que c'est une opération américaine, un peu comme la Yougoslavie, finalement, sur l'idée que quand des gens ne s'entendent pas, il n'y a qu'à les séparer. Et avec une lecture tout à fait culturelle et très schématique en disant d'un côté il y a les chrétiens, d'un autre côté il y a les musulmans au nord, il y a des noirs, il y a des blancs, on va les séparer. C'était une lecture tout à fait artificielle et tout à fait fausse de la réalité soudanaise qui est beaucoup plus complexe, qui date d'une histoire longue. Mais malheureusement, tout le monde a accueilli dans l'enthousiasme cette indépendance, y compris les Sud-Soudanais peut-être auxquels on a dit qu'ils avaient voté. Mais je suis tout à fait convaincu que c'est le cas pour très peu d'entre eux. C'était simplement quelques boîtes qui ont été déposées dans les endroits où il y avait les télévisions étrangères, dans la capitale. Mais les gens qui vivent dans les cattle camps, comme on dit, avec leurs vaches dans la brousse, n'ont évidemment jamais eu l'idée de voter pour l'indépendance ou contre l'indépendance d'ailleurs. D'accord. Alors, avec l'existence de ce nouvel État, on a vu qu'après, il y a eu d'autres complications qui ont créé cette guerre depuis fin 2013. Mais dans le fond, cet État n'a rien réglé alors.
Ben, cet État n'a rien réglé pour différentes raisons. D'abord parce qu'il a perdu cet ennemi commun qui était ce qu'ils appelaient les Arabes, c'est-à-dire les descendants des chasseurs d'esclaves du 19e siècle, dans l'idée du Sud-Soudanais de base, je dirais. Donc quand on perd son ennemi commun, on a tendance à se diviser, à se regarder dans ces différences. Et puis il y a un facteur qui est dramatique, c'est la découverte de pétrole. Parce que derrière cette indépendance, il y avait cette richesse pétrolière qui est tombée dans les caisses de l'État. Et donc il y a eu une compétition pour accéder à cette ressource qui faisait que des gens sont devenus milliardaires, mais n'ont pas fait 1 kilomètre de route goudronnée, une ligne électrique, n'ont pas ouvert une école ou un hôpital au Sud-Soudan. Donc c'était un facteur supplémentaire, je dirais, de désagrégation immédiate de l'État sud-soudanais. Le troisième, peut-être, il faut le dire, c'est l'intervention internationale, c'est-à-dire l'ONU, qui s'est adjugé le droit de fonder un État, de créer une structure là où il n'y avait rien, à la place des Sud-Soudanais eux-mêmes, et qui a déversé beaucoup d'argent, beaucoup de techniciens, de spécialistes qui ne connaissaient absolument pas la réalité humaine du Sud-Soudan, et puis une armée de 12 000 hommes qui est toujours là, mais qui a de belles soldes, je dirais, ce sont des soldats qui viennent de 50 pays de la planète, généralement des pays pauvres, qui n'ont pas envie de se faire tuer et qui ne sont pas du tout concernés par les sujets qu'ils doivent régler au Sud-Soudan. On vous sent très critique, finalement. Très amer, oui, sans doute, mais bon, le Soudan n'est qu'un cas particulier parmi beaucoup d'autres exemples de l'inefficacité de l'ONU, de l'aveuglement des puissances occidentales. On est environné de conflits aujourd'hui qui sont le résultat de ces incompétences et de ces négligences, finalement, qui nous concernent parce que nous sommes nous-mêmes fragilisés. Alors, justement, c'est quoi les incidences si on parlait aujourd'hui du Nord-Soudan, je dirais que les jeunes Soudanais sont à Calais, ils sont en France, ils viennent en Europe parce que leur pays est à feu et à sang. Ceux du Sud-Soudan ne viennent pas en France parce que c'est trop loin pour eux, il faudrait traverser trop de pays et ils n'ont pas les moyens financiers, donc les mafias ne sont pas mises en œuvre. Mais le Sud-Soudan, État de non-droit, est devenu un pôle de toutes sortes de trafics, de drogue, d'armes. Qui peuvent alimenter nos pays. Bien sûr, c'est sur la route maintenant de l'Afghanistan pour l'héroïne, de la Colombie même pour la cocaïne, vous voyez. On a réussi à éliminer des réseaux de trafiquants au Mali, par exemple, grâce à notre intervention militaire. Du coup, ces réseaux se sont déportés vers d'autres pays où ils ont la tranquillité et puis la capacité aussi de corrompre les dirigeants locaux. Donc ça a des incidences aussi vers chez nous. Alors on va parler précisément de ce qui se passe au Soudan du Sud. Je le disais, les réfugiés qui augmentent et qui affluent vers les pays voisins. Leur nombre devrait dépasser les 3 millions d'ici la fin de l'année, faisant du Soudan du Sud la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais. Des réfugiés qui ont parfois une vie d'errance d'un pays à un autre. On écoute ce témoignage du père salésien David Tumeli qui dirige un camp de réfugiés géré par l'ordre catholique salésien de Don Bosco dans un extrait de documentaire réalisé par Bruno Aguila. There is one lady, recently I buried her here. In 2013 war came, she told me same thing, 2016 she told me, Father, I was born here. I was born in South Sudan. Then I went to Khartoum as a refugee. From Khartoum I went to Kakuma camp as a refugee. From Kakuma I came to Uganda as a refugee. From Uganda I came back to South Sudan because peace came. I was moving around, I came back. And now the war broke out in South Sudan and this is my country. Now whom shall I run from? Why am I running? Do I have to run from my brothers? As she told me, if death comes, death will find me here. I am not running. I am tired of being a refugee. I don't want to be a refugee anywhere. Voilà, c'est le sort de nombreux réfugiés, d'aller d'un pays à un autre, de bouger comme ça. Est-ce que c'est le cas pour beaucoup de Soudanais ? Ce qu'il faut dire, c'est que plus du tiers de la population du Sud-Soudan, c'est-à-dire de 16 millions d'habitants, est aujourd'hui soit déplacé, soit réfugié. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on n'a jamais vu une telle horreur sur la planète, c'est-à-dire en termes
Oui, c'est ça qu'on mesure peut-être pas très bien. La violence qui est exercée à l'égard des civils. Parce que tous les groupes armés qui s'affrontent aujourd'hui, l'armée nationale d'un côté, et puis un groupe rebelle qui s'est morcelé, et beaucoup d'aventuriers de la guerre, eh bien, s'attaquent d'abord à la population civile, avec les viols, les pillages, les massacres des enfants, le recrutement d'enfants soldats. Toutes les horreurs que l'on peut décliner sur les conflits africains se retrouvent au Sud-Soudan. Et vous dites qu'il y a une dimension plus forte au Soudan que dans d'autres pays? Oui, tous les observateurs l'ont noté. Les Pour quelle humanitaires raison? et autres sont complètement effarés par cette absence Il y a une explication de limite. là-dessus? Écoutez, je crois qu'il y a d'abord la drogue qui fait des ravages aussi parmi les soldats, les rebelles, l'alcool qui coule à flot, toutes les barrières traditionnelles de ces sociétés qui sont soit nomades, soit sédentaires, mais toujours dirigées par des anciens, par des comités de sages, etc. Toutes ces barrières ont éclaté. Et aujourd'hui, tous ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont jamais reçu d'éducation, ils n'ont pas de formation professionnelle, ils n'ont qu'une arme et elle leur donne tous les pouvoirs. Alors il y a aussi d'autres effets. Vous parliez effectivement des enfants soldats, des viols. Les viols qui sont une arme de guerre également. Absolument. Pour l'armée régulière, c'est même devenu la solde. C'est-à-dire qu'au lieu de payer les soldats, on leur permet de se satisfaire, mais aussi de piller la population. Cette guerre, elle crée aussi des traumatismes durables chez les enfants, comme le raconte le père Tubeli. On écoute. Our camp is a multicultural or a multi-tribal camp. And most of their husbands of these women who are here are soldiers. When we opened the school, we had a cultural show. So we told the children, you prepare something and come. And you know, believe me, more than 99% of the children came with a bow and arrow and a gun. Not the real gun, but they made it with this whatever, with the sticks or whatever. No? But thing is also, you see, their own fathers were killed in front of them. What do you expect them like? And it's quite difficult for them. But I'm sure in the future things will not be the same. We only said only through education we can bring change. Within the camp, we're having more than 6,000 children are coming to study. And I see these people are coexisting. For me, it's a miracle. So change is possible. Et donc ces enfants, voilà, qui sont une génération peut-être perdue aujourd'hui, alors à travers cette violence. Au-delà du traumatisme de ces enfants, c'est toute une société qui a été détruite. C'est-à-dire que le pays va être à reconstruire, non pas physiquement, parce qu'il n'y avait rien de construit, je dirais, mais psychologiquement, humainement, je ne sais pas ce que cette société va pouvoir donner. L'exemple qui nous est montré là, de cette coexistence dans les camps, elle est tout à fait positive et tout à fait naturelle. Parce que les gens n'ont rien qui les oppose entre eux. Ils ont tous à peu près les mêmes croyances, le même mode de vie, qu'ils soient encore une fois des nomades pasteurs ou bien des paysans sédentaires. C'est un peu les deux types de modes de vie qu'on trouve au Sud-Soudan. Il va y avoir une urbanisation massive parce que les enfants ne connaissent pas la vie au milieu des campements nomades avec les vaches, etc. Et les enfants de paysans ne connaissent pas non plus l'agriculture. Donc cette génération tout le monde va se retrouver en ville. Et le vrai problème, c'est quel avenir effectivement pour cette société d'une manière globale. Oui, c'est ça. Quand le père évoquait effectivement la cohabitation d'enfants qui ont des origines différentes, bon, il y a la question des ethnies aussi dans le pays. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de cette dimension ethnique de cette crise? Rappelons brièvement les Dinka, les Nuer, avec le président Salva Kiir Dinka, qui avait limogé son vice-président Riek Machar, qui était Nuer. Bon, oui. Et ça a vraiment joué cette dimension ethnique ou pas? Non, je crois que c'est une projection, encore une fois, occidentale, qui est héritée de la colonisation, puisque c'est nous qui avons créé ou qui avons figé ces ethnies. Les ethnies sont des ensembles qui sont malléables, qui se transforment, qui s'agrègent, se désagrègent au fur et à mesure des besoins. Mais entre les Nuer et les Dinka, il faut dire, les Dinka sont la majorité, 3, 4, 5 millions peut-être aujourd'hui d'habitants. Les Nuer sont 2, 3 millions. Mais c'est exactement le même mode de vie, la même cosmogonie traditionnelle. Les vaches qui sont considérées dans ces sociétés nilotiques, un peu comme les Maasai du Kenya, comme des êtres humains pratiquement. On ne tue pas les animaux.
on les saigne, on boit le lait, mais on ne les tue jamais. Ils sont considérés assimilés à des êtres humains. Donc une cosmogonie similaire et des conflits qui se passent plutôt entre clans Dinka ou entre clans Nuer qu'entre les Nuer et les Dinka. D'accord, Hein. ok. Et parce qu'on se bat pour un pâturage, on se bat pour un puits, et puis après on fait la paix, évidemment, puisque tout le monde a besoin de l'autre. Il y a une interaction permanente de tous ces groupes. Donc je crois qu'il n'y a pas de guerre ethnique par essence. D'accord. Et comme vous le disiez, Salva Kiir était président et son vice-président était Riek Machar. Ils avaient des conflits qui ont été des conflits armés dans le passé, et même il y a 30 ans, qui étaient politiques, qui étaient sur la vision pour l'avenir du pays, plus des mais pas divergences de du vues. tout en termes d'ethnie. D'accord. Et ces divergences ethniques, est-ce qu'elles se retrouvent dans toutes les religions? Les chrétiens, il y a des Dinka, des Nuer Alors là, c'est un peu particulier parce que la christianisation du Sud-Soudan, à partir du début du XXe siècle, elle a été décidée par les Britanniques qui ont accordé des parts de camembert, je dirais, à chaque groupe religieux. Les épiscopaux, les anglicans, les adventistes, etc. Et les catholiques. Alors les catholiques étaient des missionnaires italiens, les frères Comboni, qui se sont déployés sur un peu l'ensemble du territoire, dans la mesure aujourd'hui il y a 6 évêchés qui couvrent l'ensemble du pays, avec un archevêque à Djouba. Mais pour les autres congrégations, elles sont plutôt segmentées en fonction du territoire. Ce qui fait que vous avez des gens comme Salva Kiir, dont le prénom indique qu'il est catholique, Salva, c'est un prénom latin. Son prédécesseur John Garang était anglican, comme son prénom l'indique, et comme ça vous pouvez identifier les chefs de guerre et aussi les personnages qui sont passés par les écoles de missionnaires en fonction du choix de l'école. Et donc les gens devenaient protestants ou catholiques en fonction de là où ils habitaient pour la plupart. Et on va justement évoquer l'action de l'Église dans ce contexte de crise. Alors, rappelons qu'une seule conférence épiscopale existe pour le Soudan du Sud et le Soudan. Une seule conférence qui a été maintenue. Il s'agit de la conférence épiscopale soudanaise. Alors, les évêques soudanais, en février 2017, il y a un an, ont condamné en fait des tentatives qui visaient à limiter les activités de l'Église. Des églises ont été brûlées, des prêtres, des religieuses, du personnel ecclésial harcelé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis menacés? En quoi est-ce qu'ils pourraient constituer une menace Alors c'est un peu curieux, effectivement, puisque, comme je le disais, le président est catholique et il exprime sa foi chrétienne, alors que c'est un tortionnaire et un massacreur de son propre peuple. Mais il prétendait faire grand cas de l'action des églises. Or, l'Église catholique est aujourd'hui le seul espoir de cette population, parce qu'elle est la seule à avoir une structure qui lui permet d'apporter de l'aide. Donc cette aide est aussi une ressource de guerre pour les groupes qui s'affrontent. L'aide humanitaire, qu'elle soit d'ailleurs laïque ou qu'elle soit confessionnelle, elle devient un enjeu de guerre. Et le gouvernement sud-soudanais avait décidé qu'il allait taxer l'entrée de chacun des humanitaires. Taxer, c'est-à-dire détourner une partie de l'aide. Ça, c'est toujours fait au Sud-Soudan, avec l'accord parfois des gens qui apportaient l'aide, c'est-à-dire la CIA ou le gouvernement, etc. On fait une part du feu, je dirais, pour le pouvoir en place, de manière à pouvoir accéder à la population. C'est toujours une cote mal taillée et quelque chose d'un peu discutable sur le plan éthique, évidemment. Alors, précisément, l'action de l'Église aujourd'hui, elle se déploie évidemment sur cette dimension humanitaire à travers le réseau Caritas. 7 millions de personnes, je le disais, sont aussi menacées par la faim à travers cette crise. L'Église est au service de la population qui est très éprouvée. Alors, comment est-ce qu'elle agit concrètement? Eh bien, on écoute les explications du père François Zabaïmana, qui est représentant de Caritas Luxembourg au Soudan du Sud, interrogé par Gabriel Kéry. Les Caritas et d'autres organisations humanitaires essaient de répondre aux besoins d'urgence des gens. Donc il y a quand même la famine. Il ne faut pas oublier que depuis le conflit en 2016, la production agricole a beaucoup décliné. Et donc il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de pénurie où on s'attend à une grande famine encore au mois de mars, avril et mai. Ensuite, on essaie aussi de continuer à appuyer les populations qui sont restées en place par des projets agricoles, en distribuant des semences, en donnant de la formation. Et en plus de cela, chaque projet est accompagné par des dialogues pour la paix. Et donc, au niveau des diocèses aussi, il y a la commission justice et paix du diocèse qui est très active pour la paix, en réunissant les communautés, en discutant avec les autorités locales.
Donc tout le monde ici souhaite que ce dialogue, cette discussion sur la paix continue pour faire la pression sur les différentes parties à négociation pour qu'ils puissent un peu jeter du lest et trouver un accord rapidement. Voilà, donc le père qui évoque ce déploiement de l'action de l'Église à la fois concrètement, d'un point de vue humanitaire, vous en parliez aussi, qui est un peu convoité, et puis aussi ce travail en faveur de la paix, notamment avec la commission Justice et Paix. Vous en savez un peu plus précisément? Qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Alors l'Église, elle agit surtout au niveau local, c'est-à-dire au niveau des prêtres qui s'occupent de leurs ouailles, et la restauration de la paix, en l'occurrence, elle consiste à réconcilier les gens avec leurs voisins, je dirais, mais pas avec les groupes armés. D'accord. Les groupes armés sont en dehors de ces initiatives. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre des villages, entre des communautés qui se sont affrontées, il peut y avoir des choses à régler entre elles. C'est déjà extrêmement louable. Ça concerne surtout le sud du Sud-Soudan, qui est une région de forêts, de clairières, de villages, avec des gens sédentaires, etc., qui sont tous victimes parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et partir avec leurs bêtes, se réfugier ailleurs. Donc ils ne peuvent pas cultiver, ils sont dans des camps ou bien cantonnés dans leur village avec des groupes qui sont menaçants, qui rôdent autour. Donc ils ne peuvent pas. La famine, elle vient de là, de ce que les gens ne peuvent pas cultiver, tout simplement. Alors, c'est effectivement très louable, mais ça ne résout pas la question, je dirais, à plus haut niveau, qui là serait du ressort de l'Union africaine, qui se réunit à Addis Abeba et qui essaye en permanence d'obtenir des cessez-le-feu entre les dirigeants de ces grands seigneurs de la guerre, si vous voulez. Oui. Justement, il y a eu des négociations ces jours-ci, là, en février, qui se sont tenues à Addis Abeba. Alors, il y a encore des initiatives, il y en a de manière incessante depuis le début, depuis 2014. Pourquoi ça n'aboutit pas, alors? Parce que les gens ne respectent pas les cessez-le-feu qui sont signés à Addis Abeba. Vous avez des gens qui vont à Addis Abeba, mais la question se pose de savoir quels moyens d'intervention et de décision ils ont par rapport à leurs propres soldats, qui sont armés et qui se payent sur la bête, je dirais, et qui continuent à piller, à tuer, à violer, et tant qu'ils n'ont pas, eux, un avenir autre que la guerre. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est pouvoir dégager des moyens pour mettre tous ces jeunes au travail, leur donner une formation. C'est le seul moyen de sortir de cette économie de guerre. Et vous parliez de ces soldats un peu prédateurs. Il y a eu aussi des mises en accusation de membres de l'ONU ces jours-ci, avec des policiers ghanéens qui ont été relevés de leur mission, qui ont été mis en cause. Alors, on va parler aussi de ce rôle de l'Église, peut-être à un échelon plus au-dessus. Alors, tout d'abord, peut-être au niveau national, avec quelques figures, l'archevêque de Juba, Monseigneur Loukoudou. On entend quand même régulièrement des appels à la paix, des évêques. Est-ce que ces appels sont entendus, pris en compte, ou est-ce que ces évêques prêchent un peu dans le désert? Je suppose que les gens qui nous regardent sont touchés par cette situation et qu'il y a une prise de conscience à l'échelle universelle, je dirais, qui peut être un moteur ou en tout cas un soutien à des initiatives qui seraient prises par l'Église, c'est-à-dire au plus haut niveau, au Vatican. Et justement, le pape qui a initié une journée de jeûne et de prière, c'était le 23 février, prière pour en particulier la Centrafrique et le Soudan du Sud. Cette journée, elle a été aussi soutenue par la communauté Sant'Egidio, dont on connaît le travail diplomatique en sous-main dans des situations de crise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, l'utilité de ce type de démarche, au-delà de son aspect spirituel, ce type de journée, est-ce que ça peut avoir des effets concrets sur la situation du pays, selon vous? Je pense que l'Église a un poids moral, bien entendu, et puis elle a aussi une présence importante, une écoute que n'ont pas aujourd'hui les pays occidentaux ou les pays africains qui sont responsables de cette situation ou qui essayent d'y remédier. Alors, on n'entend pas beaucoup les pays occidentaux. Non. Non, tout à fait. Les pays, en particulier les États-Unis, qui ont porté le Sud-Soudan sur les fonds baptismaux. C'était à l'époque de George Bush. Il fallait absolument aboutir à un traité de paix, à une séparation du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. Une fois que cela a été obtenu, et au bout de 6 années de période intérimaire, une fois qu'on a décidé que le Sud-Soudan serait indépendant, tout le monde est parti.
Et finalement, on n'a plus que des interventions humanitaires, mais l'Église, elle a un rôle à jouer, effectivement, à partir de groupes comme Sant'Egidio, mais ceux-ci ne peuvent réussir que si, chez les protagonistes, il y a une volonté de paix. Hein, ça s'est passé au Mozambique, ça s'est passé dans d'autres endroits où Sant'Egidio a réussi à ramener les protagonistes autour de la table. Ça n'est malheureusement pas le cas au Sud-Soudan. Le chef de la rébellion, il est réfugié en Afrique du Sud aujourd'hui. Et puis, ses troupes se débandent ou se livrent à toutes ces exactions. Alors, il y a une issue possible. Comment voyez-vous les choses? On se dit, mais finalement, comment en sortir? Enfin, ça paraît inextricable. Écoutez, je vais vous dire, dans la région en général et peut-être à l'échelle mondiale, l'Occident a perdu toute volonté, toute capacité de régler les affaires du monde. Donc nous sommes les héritiers. Nous avons créé par la colonisation tous ces drames qu'il y a aujourd'hui en Afrique, et celui du Sud-Soudan en particulier. Nous n'avons pas les moyens, ni la volonté, ni l'intelligence, je dirais, de vouloir régler ces problèmes. Nous pourrions, ça serait faisable évidemment, avec les moyens militaires et humains et économiques dont nous disposons, mais nous ne sommes pas prêts à le faire. Ça nous paraît extrêmement lointain et extrêmement exotique, je dirais presque. Alors, quelle peut être la solution? Elle ne peut venir que des Sud-Soudanais eux-mêmes et des Africains d'une manière générale, parce que c'est un conflit qui inquiète les pays voisins. Les pays membres de l'IGAD, c'est-à-dire tous les pays qui entourent le Sud-Soudan, se mobilisent, comme ils l'ont fait pendant la guerre, pour arriver à obtenir une situation, je dirais une médiation entre le gouvernement qui est installé à Khartoum et puis le gouvernement ou les dirigeants rebelles. Mais tout ça est extrêmement difficile parce que ce sont des pays qui manquent de moyens. C'est la Somalie, c'est l'Éthiopie, c'est l'Érythrée, le Kenya et l'Ouganda. Vous savez, ils font des efforts tout à fait louables. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1 million de Sud-Soudanais qui sont aujourd'hui réfugiés en Ouganda et personne n'aide l'Ouganda pour s'occuper de ce million de personnes qu'il a accueillies. Donc on est là aussi dans une situation qui est un peu de Ponce Pilate par rapport à cette situation du Sud-Soudan. On va suivre évidemment avec attention ce qui se passe au Soudan du Sud. Merci beaucoup Marc Laverne d'être venu nous apporter votre décryptage sur la situation. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.